Le samedi avait ce goût d'hiver qui s'installe lentement dans les murs. Dans ma cuisine, la lumière tombait en biais sur la table que j'avais mise dès l'après-midi, un vieux réflexe de maîtresse de maison, celui de toujours être prête avant l'heure. La nappe blanche, bien repassée, sentait la lavande. J'avais disposé 3 assiettes, 2 verres à pied, et le plat encore tiède. Une tarte aux poires, dorée, brillante de sucre. C'était le dessert préféré de Thomas, mon fils. Il disait toujours que je ne la faisais jamais pareille, mais qu'il la finissait quand même, à chaque fois. Je devais dîner chez lui ce soir. On passe te prendre vers 20h, avait-il dit d'une voix distraite, entre 2 mails, comme on prévient quelqu'un qu'on fera un détour. Il était 10 à 9h35. Je venais d'enfiler mon manteau quand le téléphone a vibré dans ma poche. Une simple vibration, pas de sonnerie. J'ai lu. Dîner annulé. Trop de monde. On fera ça une autre fois. Pas de bonsoir, pas d'explication. Une phrase administrative, coupée du souffle humain. J'ai relu 3 fois. Les mots restaient plats, secs. Trop de monde. Trop de monde pourquoi? Pour une chaise de plus? Pour moi? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé autour de moi. La table, la tarte, la nappe immobile. Tout paraissait soudain absurde, comme une scène dressée pour un public qui ne viendrait pas. Je me suis entendu murmurer. Pour personne. D'accord, une autre fois. J'ai posé mon téléphone sur la table, doucement, pour ne pas faire de bruit. Et puis, sans savoir pourquoi, j'ai ouvert l'application que je n'ouvre presque jamais, celle où les gens montrent leur vie en miettes de bonheur. La première photo était celle de Clara, ma belle-fille. Elle riait, la tête penchée vers Thomas. Ils étaient attablés à un restaurant du centre. Derrière eux, 4 visages familiers, leurs amis. Une nappe blanche, des verres pleins, une bouteille ouverte. Sous la photo, enfin un vrai dîner, ensemble bonheur samedi. 1 minute plus tôt. Je suis restée immobile. Tout s'est ralenti. Ce n'était donc pas un dîner annulé. C'était un dîner sans moi. J'ai senti quelque chose dans ma gorge, pas un sanglot, non. Plutôt une sorte de silence qui monte et vous remplit jusqu'aux yeux. Je n'ai pas pleuré, pas encore. J'ai seulement observé la tarte. Elle semblait m'attendre, elle aussi. Dans le reflet de la vitre, je voyais mon visage calme, presque étranger. Les années ont creusé mes traits, mais j'ai toujours gardé ce front droit, celui de ceux qui tiennent bon. Ce soir pourtant, je sentais que quelque chose venait de se rompre. Une corde, discrète, que j'avais tendue toute ma vie entre eux et moi, venait de céder sans bruit. Je me suis assise. Le bois froid de la chaise m'a rappelé les hivers de mon enfance. Thomas avait 6 ans la première fois qu'il m'avait dit « Maman, c'est la meilleure tarte du monde ». Et ce soir, c'est le même fils qui avait écrit « Trop de monde ». 2 phrases, 2 vies. Je ne leur en voulais pas encore. Pas vraiment. Ce n'était pas la colère, c'était une fatigue dense, une clarté soudaine. Je me suis souvenu de la dernière fois qu'ils étaient venus dîner ici. Thomas avait trouvé que la maison sentait l'ancien. Clara avait parlé de tout ranger pour simplifier. Ils avaient ri en disant que je gardais trop de choses inutiles. Je n'avais pas répondu. J'avais appris depuis longtemps qu'à force de se taire, on finit par disparaître sans fracas. Ce soir-là, je me suis vue en spectatrice de ma propre vie. Le téléphone, la photo, la table immobile, tout formait un tableau parfaitement composé. La seule chose qui manquait, c'était moi, dans leur ensemble. Alors, j'ai pris mon carnet, celui à couverture verte que Jacques m'avait offert avant sa mort. Pour écrire les choses qu'on n'ose pas dire, m'avait-il soufflé. Je l'ai ouvert à une page vierge. Le stylo a un peu accroché le papier, comme s'il fallait forcer la mémoire à parler. Et j'ai écrit, lentement. Samedi, 19h42, dîner annulé. Présence non souhaitée. Je suis restée à regarder la phrase, droite, exacte. Elle suffisait. Je ne l'ai pas entourée, pas soulignée. Les faits n'ont pas besoin d'ornement. Puis, sans y penser, j'ai ajouté dessous. Ce soir, j'ai compris qu'on peut mourir une seconde fois sans quitter la table. J'ai reposé le stylo. Je n'étais pas morte, bien sûr. J'étais simplement devenue invisible pour ceux que j'avais nourris, lavés, aimés, élevés. Je n'avais plus de place à leur table, et peu, être plus de rôle dans leur histoire. Mais quelque chose, au fond, se redressait. La douleur, je la connaissais. Elle avait déjà passé la porte il y a longtemps, le jour où Jacques était parti trop tôt.
La lucidité, en revanche, c'était nouveau. Elle arrivait comme un air froid qui remet de l'ordre. Je me suis levée. J'ai rangé les assiettes, sans hâte. La tarte est restée là, seule. Je n'ai rien jeté. Je l'ai simplement recouverte d'un torchon propre. Le silence, dans la cuisine, était presque beau. Il avait la précision d'une salle vide après un concert. J'ai éteint la lumière principale, gardé seulement la lampe du plan de travail. Son halo jaune éclairait la nappe blanche, intacte. Et dans ce rectangle de lumière, j'ai vu, très clairement, la frontière. Avant ce soir, je croyais encore appartenir à leur monde. Après ce soir, je savais que je devrais le reconstruire. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement dit, à voix basse. Très bien. 2 mots, simples, nets, comme une signature. Puis j'ai glissé mon carnet dans le tiroir. Demain, j'allais commencer à écrire ce qui restait pas ce qu'on m'avait pris, mais ce que je pouvais encore tenir. La nappe était droite, le silence parfait. Je n'étais plus invitée nulle part, mais je venais, sans le savoir encore, d'ouvrir la première page de ma propre justice. Je n'ai jamais quitté Lion de cœur, même si les enfants m'ont souvent dit que la ville était trop bruyante pour une vieille femme seule. C'est là que tout avait commencé dans une petite rue du 3e arrondissement, où Jacques et moi avions loué notre premier appartement. Nous étions jeunes, pauvres, mais droits. Lui travaillait à la poste, moi je donnais des cours de couture à des voisines. Le soir, on se retrouvait dans la cuisine étroite et on parlait de nos projets comme si l'avenir n'avait pas de plafond. Quand il a réussi le concours interne, nous avons acheté la maison à Villeurbanne. 2 étages, un jardin minuscule, une glycine plantée par mes mains. Et surtout, cette grande table en bois massif que nous avions trouvée d'occasion. Jacques l'avait poncée, huilée, aimée. Il disait en riant, « Une table, c'est ce qui tient une famille debout. » Et il avait raison. Chaque dimanche, elle devenait le centre de notre monde. Les nappes blanches repassées, les verres à pied sortis même pour le jus de pomme, le rôti qui attendait dans le four pendant que les enfants jouaient dans le jardin. Thomas, déjà méthodique, alignait ses petites voitures sur la nappe. Camille, rieuse, cachait des fleurs sous les serviettes pour faire joli. Jacques arrivait en chantonnant, s'essuyait les mains sur son torchon et lançait. À table, les artistes. C'était un royaume simple, sans faste, mais plein de chaleur. Le dimanche, on ne regardait jamais l'heure. On parlait de tout, de politique, des voisins, de l'école, de la pluie. Jacques servait le vin, moi je coupais le gâteau aux pommes, celui qui caramélisait un peu sur les bords. Les enfants riaient, souvent pour rien. Il y avait cette odeur de sucre et de linge propre, ce mélange que seule une maison pleine de vie sait produire. Puis les années ont filé, comme de la farine sur le plan de travail. Thomas a grandi, brillant, ambitieux. Très tôt, il a voulu partir. Pour ne pas étouffer, disait-il. Je l'ai laissé faire les mères ouvrent les mains, même quand le cœur se serre. Camille, elle, était douce, plus rêveuse, toujours ailleurs. Une fois mariée, elle s'est éloignée sans bruit, à la manière de ceux qui ne veulent pas blesser. Quand Jacques est tombé malade, la table s'est vidée un peu plus chaque dimanche. Il ne voulait pas qu'on s'en aperçoive. Il continuait à plaisanter, à dire qu'il allait encore battre le record du gâteau aux pommes. Mais un soir, en juin, son cœur s'est arrêté. D'un coup. Depuis, la maison est restée debout, mais tout a rétréci autour. Les enfants ont repris leur vie, avec leurs horaires, leurs conjoints, leurs excuses. On viendra bientôt. Maman, tu devrais sortir un peu. Ne t'en fais pas. Et moi, j'ai continué à repasser les nappes. Par habitude ou par superstition. On ne sait jamais être qu'un jour, quelqu'un reviendra s'asseoir. La table est toujours là, au centre du salon. Je la cire chaque premier lundi du mois. Elle brille, inutile et fière, comme une promesse non tenue. Parfois, je m'assois seule à une extrémité, je bois un café, et j'entends encore le rire de Jacques dans le bois. Les voisins trouvent ça touchant, cette fidélité au passé. Moi, je trouve simplement que certaines choses doivent tenir, même quand plus rien ne se tient. Depuis la mort de Jacques, plus personne n'a vraiment mangé autour de cette table. Thomas préfère les restaurants plus pratiques. Camille m'envoie des photos de ses repas sur le pouce. Mais moi, je garde tout. Les verres, les assiettes, les nappes pliées par couleur et par taille. Au cas où, je dis, au cas où la vie, par miracle, déciderait de reprendre sa place.
Chaque fois que je passe un fer chaud sur une nappe blanche, je pense à cette phrase de Jacques, devenue presque un serment. Une table, c'est ce qui tient une famille debout. Et ce soir encore, en regardant la mienne, immobile sous la lumière froide, je me demande que devient une famille quand la table tient, mais que plus personne ne s'y assoit. Les signes, je les ai vus venir, mais comme on voit venir la pluie, trop lentement pour ouvrir le parapluie à temps. Au début, ce n'était que des détails, presque des marques d'attention. Tu ne veux pas t'embêter avec ça, maman. Je vais m'en occuper. Tu es si fatiguée. Repose-toi. Des phrases polies, douces, mais qui grignotaient mon existence par morceaux. Les invitations ont commencé à s'espacer. Avant, c'était chaque dimanche, puis un dimanche sur 2, puis quand on peut. Les semaines sans nouvelles devenaient plus longues que les saisons. Quand j'envoyais un message à Thomas, j'obtenais une réponse rapide, mais toujours fonctionnelle. Désolé, réunion. On t'appelle bientôt. On gère les petits, c'est un peu fou. Et bientôt ne venait jamais. Un jour, Clara m'a appelé pour me dire « On ne va pas te déranger avec les enfants. Ils sont tellement turbulents. Tu comprendrais, à ton âge, c'est fatigant. » J'ai répondu « Fatigant, non. Vide peut être. » Mais elle n'a pas entendu. Ou plutôt, elle n'a pas voulu. Ils venaient parfois dîner ici, par devoir. Jamais à l'improviste, jamais pour le plaisir. Quand ils arrivaient, Clara décidait du menu à ma place. « On fera simple, maman, je vais t'aider. Pas la peine de cuisiner autant. » Et elle sortait de son sac des barquettes toutes prêtes, pour ne pas te fatiguer. J'observais mes casseroles reléguées au fond du plan de travail, mon tablier resté plié sur le dossier d'une chaise, et j'avais cette impression absurde qu'on me retirait, petit à petit, le droit d'exister dans ma propre maison. Thomas, lui, s'est occupé des papiers, comme il disait. Un après-midi, il m'a tendu un dossier. « Ce sera plus simple si je gère les comptes, maman. Les factures, la banque, les abonnements, tu n'as plus besoin de te casser la tête avec tout ça. » Il avait ce ton qu'on prend avec les enfants ou les malades. Je l'ai laissé faire, sans protester. J'ai signé 2 documents, sans les lire vraiment. Je croyais encore qu'il voulait m'aider. Aujourd'hui, je sais qu'on ne m'aidait pas. On me rangeait. À chaque visite, j'avais un peu moins de place. Dans le salon, Clara déplaçait les objets pour aérer. Elle posait ses sacs sur la table, sortait les jouets des enfants, ouvrait les fenêtres sans demander. Un jour, elle a pris la clé de la vaisselle ancienne pour éviter les accidents. Et moi, je la regardais faire, polie, docile, comme une invitée dans un musée dont on aurait été la conservatrice oubliée. Le pire, ce n'était pas les gestes, mais les regards. Celui de Thomas, parfois plein de pitié, celui de Clara, pressé, supérieur. Il ne me parlait plus vraiment. Il m'informait. On a pris rendez-vous chez le notaire. On a appelé ton médecin pour renouveler ton ordonnance. On a déplacé ton fauteuil, tu verras, c'est plus pratique. Toujours on, jamais tu. Je notais tout, pourtant, discrètement, dans mon carnet. Ce n'était pas de la rancune, juste un besoin de comprendre la suite du film dont je devenais figurante. Un soir, j'ai écrit, avec cette précision tranquille que donnent les années. On ne m'écoute plus, on m'informe après coup. J'ai relu la phrase. C'était vrai, simple, sans colère. Je ne voulais pas leur reprocher de vivre. Je voulais seulement rester vivante à leurs yeux. Mais je sentais bien que, pour eux, ma voix n'était plus qu'un bruit de fond, un écho inutile dans une maison trop pleine de souvenirs. À chaque dîner, je m'effaçais un peu plus. Je servais le vin, mais personne ne levait le verre vers moi. Je parlais, mais les conversations filaient sans accrocher mes mots. Même mes petits-enfants m'appelaient mamie sans lever les yeux du téléphone. Alors, j'ai appris à me taire avant qu'on ne me fasse taire. Mais dans le silence, quelque chose a commencé à grandir, pas de la colère. Non, une lucidité. Comme si je voyais enfin, sous la surface polie des dimanches en famille, la mécanique froide d'une dépossession douce. Je restais droite, digne. Mais chaque phrase anodine, chaque geste pour mon bien, me creusait un peu plus. J'avais l'impression de glisser hors du cadre de ma propre vie. Un soir, alors qu'ils étaient partis, j'ai éteint la lumière du salon et j'ai regardé la table vide. La même où Jacques disait « Une table, c'est ce qui tient une famille debout ». Et j'ai pensé « Peut être qu'elle tient encore, mais sans moi autour ». Le dimanche matin s'est levé dans un silence trop propre.
J'ai passé la nuit sans vraiment dormir, ruminant ce dîner annulé comme on retourne entre ses doigts un caillou coupant. Ce n'était pas la première humiliation, non. Mais c'était la première fois qu'elle prenait cette forme nette, cette évidence d'effacement. La tarte aux poires, toujours là, recouverte d'un torchon, était devenue un témoin muet. Je me suis préparé un café, sans appétit. Dehors, le ciel avait la couleur d'une tasse ébréchée. Tout semblait suspendu. Et puis le téléphone a vibré. Encore. Une notification vocale. J'ai reconnu la voix de Clara avant même d'ouvrir le message. Ce ton rapide, légèrement tendu, celui qu'elle prenait quand elle croyait que personne ne l'écoutait. J'ai posé la tasse. J'ai appuyé sur lecture. Elle devient encombrante, ta mère. À son âge, elle ne comprend plus grand-chose. Et puis, on ne peut plus tout lui dire. Elle mélange tout. Un silence. Puis la voix de Thomas, plus basse. « Oui, je sais. Je gère, ne t'inquiète pas. On va simplifier. » Le message s'est arrêté là, comme un coup de ciseau dans le tissu. Je suis restée debout, immobile, les doigts serrés sur la table. Encombrante. Le mot a tourné dans ma tête, comme une tache d'encre qui s'étale. Encombrante, moi qui avais tout porté, tout lavé, tout tenu. Encombrante. Dans cette maison que mes mains avaient bâtie, pièce après pièce, nappe après nappe, j'ai senti, sans pleurer, cette brûlure froide que seul le mépris déclenche. Il n'y avait plus de malentendu possible. Ce n'était pas une erreur, ni un oubli. C'était une décision. Il m'avait mise à l'écart, et maintenant il parlait de moi comme d'un meuble trop vieux pour le salon. Je me suis assise. Le café avait refroidi, noir et triste. Je me suis dit, donc, je ne comprends plus grand-chose. Très bien. Alors, j'allais apprendre à comprendre autrement en silence, mais avec précision. Vers midi, le facteur a glissé une enveloppe dans la boîte. Un relevé bancaire. J'ai ouvert machinalement. À la dernière ligne, une mention. Changement d'autorisation de gestion. Signature Thomas D. J'ai cru d'abord à une erreur. Puis j'ai appelé la banque. La conseillère, embarrassée, a confirmé. Oui, madame, votre fils a obtenu un mandat global sur vos comptes. C'est pour simplifier la gestion, à votre demande. À ma demande, ai-je répété. Le document porte votre signature. Je n'ai pas répondu. Je savais exactement de quel papier il s'agissait. Un formulaire que Thomas m'avait tendu un mois plus tôt. Pour la taxe foncière, avait-il dit. J'avais signé, comme toujours, sans lunettes, sans méfiance. Je n'ai pas raccroché tout de suite. J'ai écouté le souffle de la jeune femme au bout du fil, cette gêne qu'on devine chez ceux qui sentent la vérité sans pouvoir la nommer. Puis j'ai dit calmement, « Je vous remercie, je vais m'en occuper. » Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient un peu, mais pas de colère. C'était autre chose. Une énergie nette, froide, comme un fil de métal qu'on tend avant de recoudre. Je suis allée chercher mon carnet. J'ai relu la dernière ligne de la veille. Samedi, 19h42, dîner annulé, présence non souhaitée. Et juste dessous, j'ai ajouté dimanche, 11h17, effacé du dîner, puis des comptes. Il ne reste plus qu'à me retirer mon nom. J'ai fermé le carnet. Dans le reflet du miroir, j'ai vu mon visage pas abattu, non, résolu. J'avais été femme de maison, mère, veuve, compagne soignante. On m'avait habituée à supporter. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé d'angle. Ce n'était plus une question de chagrin, c'était une question de droit. Je me suis levée, j'ai rangé la table, lentement. Les gestes reprenaient un autre sens. Je ne préparais plus un repas. Je préparais ma riposte. À cet instant précis, j'ai entendu la voix de Jacques, quelque part dans ma mémoire. Ne laisse jamais personne signer à ta place, Marie. Je ne l'avais pas compris à l'époque. Maintenant, si. Je n'ai pas pleuré. Je me suis seulement promis ceci, à ne plus subir. Ce dimanche-là, sans éclat ni témoin, j'ai décidé que la femme encombrante allait devenir celle qui vérifie, qui note, qui agit. La douleur avait cessé d'être un poids. Elle venait de devenir une preuve. Les nuits qui ont suivi, je ne dormais plus. Le sommeil, d'habitude si solide chez moi, s'était brisé comme un verre sur le carrelage. Je tournais dans mon lit, écoutant le bruit lointain des radiateurs et les pas du voisin au-dessus, ces petits sons banals qui, soudain, deviennent des repères quand on a perdu le reste. Dans le noir, les souvenirs remontaient un à un, précis comme des photographies.
Jacques qui riait à pleines dents quand le rôti sortait du four, les enfants qui se chamaillaient pour le premier morceau, la table couverte de miettes et de vin rouge, les chaises qui grinçaient, les verres qui s'entrechoquaient. C'était plus qu'un repas, c'était notre manière d'exister. La table, c'était lui, c'était nous. Un hôtel du quotidien, où chacun avait sa place, son assiette, sa voix, et maintenant, tout cela s'était réduit à un écran froid, à une photo de restaurant où je n'étais plus convié, une table sans moi. Je réalisais que ce n'était pas un oubli, mais une réorganisation du pouvoir. Autrefois, c'était autour de ma table qu'on décidait, qu'on riait, qu'on aimait. Aujourd'hui, ils avaient construit la leur, ailleurs, et m'en avaient exclu. La table, c'était le trône de la mère. Et ils venaient, doucement, de me détrôner. Vers 3 heures du matin, je me suis levée. La maison dormait, mais la lumière du lampadaire traversait les rideaux. J'ai allumé la petite lampe sur la commode, pris mon carnet et j'ai écrit, très lentement. Ce n'est pas la tarte ni le dîner, c'est le droit d'exister à la table. Je me suis surprise à relire cette phrase à voix haute, comme une prière. Puis j'ai ajouté, quand on ne m'invite plus à la table, on me retire aussi la parole. Le lendemain, au marché, j'ai croisé Jeanne, ma voisine du rez-de-chaussée. Une femme solide, franche, ancienne employée de mairie. Elle m'a trouvé pâle. « Vous n'allez pas bien, Marie ?» Je lui ai raconté quelques bribes, pas tout, juste assez pour qu'elle comprenne. Elle a écouté, sans s'émouvoir, puis elle a dit, d'une voix tranquille, « Faites une main courante, et voyez un notaire avant qu'il ne vide vos comptes. » Ces mots ont eu l'effet d'une gifle douce. Direct, concret, presque administratif. Et pourtant, c'était exactement ce qu'il me fallait. Pas de compassion, pas de larmes, une marche à suivre. Une main courante, 3 mots, une bouée. Je suis rentrée chez moi avec le pas d'une femme qui a trouvé un plan. Je me suis assise à la table, la vraie, celle de toujours. J'ai sorti le carnet vert, celui où j'avais noté mes humiliations une par une. J'ai ouvert une nouvelle page et j'ai écrit, en capitale, main courante, notaire, banque, droit de regard, dignité. Les mots avaient l'air de colonnes. J'ai senti en moi une sorte de calme neuf pas la paix. Non, mais une précision. Je n'allais pas crier, ni supplier. Je n'allais pas rendre coup pour coup. Je voulais simplement remettre les choses à leur place, remettre de l'ordre. Je me suis versé un thé, encore brûlant, et j'ai réfléchi à tout ce que j'avais laissé glisser par confiance. Les papiers signés sans lire, les décisions prises pour mon bien, les invitations annulées. Tout cela formait une logique, une pente douce vers la dépossession. Et moi, sans m'en rendre compte, j'avais accepté. Toujours par amour, toujours pour ne pas faire d'histoire. Mais à 72 ans, je découvrais cette vérité. Se taire, c'est parfois trahir soi-même. Cette nuit-là, j'ai remis les tasses dans le bon ordre, les papiers dans le tiroir, les clés sur le crochet. Des gestes simples, presque rituels, mais chaque geste disait « Je suis encore chez moi ». Quand j'ai soufflé la lampe, j'ai murmuré une phrase que Jacques aimait. Il faut remettre les choses droites avant de se reposer. Oui, c'est ce que j'allais faire. Pas pour me venger, non. Pour que, dans le grand livre invisible des familles, mon nom reste écrit à sa place, ni plus haut, ni plus bas. Juste à ma hauteur. Maître Delorme avait un regard qui n'en disait pas long, et c'était précisément ce qu'il me fallait. Pas de pitié feinte, pas de mots doux. Juste la rigueur d'un homme qui connaît les procédures et les respecte. Son bureau sentait la cire et le cuir. Les étagères étaient pleines de classeurs propres. Il a posé mes relevés devant lui, les a feuilletés sans geste brusque, puis m'a regardé comme si je lui confiais un objet précieux qu'on aurait malmené. « Madame » a-t-il dit, « il y a ici des éléments sérieux. » Cette procuration, telle que présentée, ne justifiait pas des transferts au profit d'un tiers, et ces signatures, hors de votre présence, sont contestables. Nous pouvons demander le gel des sommes et notifier formellement votre fils. Les mots se succédaient, précis comme des instructions de couture. J'ai senti une sorte de soulagement. La technique allait remplacer l'émotion. Delorme m'a appelé la banque depuis son téléphone, a demandé un constat, puis m'a expliqué les étapes avec cette patience administrative qui rassure, main courante, constat d'huissier, mise en demeure, et si nécessaire, action en restitution. Il a heureusement ajouté « Tout cela se fait sans tapage, madame.
Nous remettrons les choses au clair. Je suis sortie de son bureau avec des papiers sous le bras et une tranquillité neuve. La première chose que j'ai faite a été d'aller à la banque. J'ai demandé à fermer le compte joint qui, jusque-là, servait de prétexte à une tutelle déguisée. Ça s'est fait comme on ferme un tiroir. Quelques signatures, une formalité. J'ai senti une petite victoire à chaque tampon apposé. Puis j'ai ouvert un compte personnel, à mon nom seul, dans une autre agence. Le conseiller m'a regardé avec respect lorsque je lui ai demandé qu'aucune procuration ne soit acceptée sans ma présence. J'ai posé ma vieille carte bancaire sur le comptoir comme on pose une ancienne arme réparée. Ensuite, j'ai repris le carnet vert, l'ai posé sur la table et j'ai convoqué la direction de ma vie. La rédaction d'un testament m'a paru être un geste de propreté plus que de montrerie. Il s'agissait d'ordonner mes dernières volontés pour que la vérité soit claire et sans équivoque. Avec Maître Delorme, j'ai rédigé un document net. Tout devait revenir à Camille et à Louise, ma petite fille qui connaît encore le plaisir simple d'un dimanche à la maison. Je ne voulais pas punir Thomas par haine. Je voulais juste que le fruit de ma vie aille à ceux qui n'avaient pas effacé la table pour me faire place ailleurs. Parallèlement, j'ai constitué un dossier. J'ai photocopié chaque relevé suspect, chaque message, la capture d'écran de la photo où ils étaient enfin tous ensemble, la transcription du message vocal de Clara. J'ai choisi une pochette rouge. Il fallait que la couleur dise l'urgence et la mémoire, et j'ai inscrit dessus, en lettres capitales, la tablette. Classer les éléments, les numéroter, noter les dates, c'était comme tracer un plan qui tiendrait lieu de loi. Chaque feuille glissée dans la pochette me rendait un peu plus solide. Maître Delorme a préparé la lettre de mise en demeure. Il a insisté sur la délicatesse de la forme. Pas d'humiliation publique, pas de vengeance théâtrale, seulement la rectification du droit. Nous avons convenu d'une stratégie claire, récupérer les sommes, révoquer la procuration, restaurer la réalité des comptes. Tout devait se faire par le moyen le plus silencieux possible, parce que je n'avais pas envie d'un scandale, je voulais une réparation. Cette nuit-là, en rentrant, j'ai posé la pochette rouge sur la table. Elle avait l'air d'un cœur sanglant posé au milieu des serviettes blanches. J'ai caressé le cuir de mon carnet et, sans ironie, j'ai inscrit la phrase qui tournait dans ma tête depuis des jours. Ils m'ont rayé de leur dîner, je les rayerai de mon héritage. Ce n'était pas une menace belliqueuse, c'était une déclaration de limite. J'avais recueilli la force tranquille que donnaient les années, et je la mettais au service d'un seul objectif, remettre les choses droites. La revanche que je préparais n'avait ni éclat ni cri. Elle aurait le calme froid d'un acte bien fait, le genre d'acte qui, posé dans la clarté du droit, suffirait à réparer la dignité volée. La convocation de Maître Delorme précisait « réunion familiale, régularisation des comptes et dispositions testamentaires ». Une phrase neutre, administrative, presque anodine. Pourtant, ce jour-là, tout allait se rejouer. J'étais arrivée en avance, comme toujours. Le bureau sentait le bois ciré et la prudence. Sur le mur, une horloge ancienne battait le temps avec lenteur. J'ai posé mon sac à côté de la chaise, ma pochette rouge, la table bien en vue. Devant moi, le dossier complet. Preuves, relevés, copie des signatures. Tout était en ordre. J'avais veillé à chaque détail parce que, désormais, c'était moi qui tenais la table. Thomas est entré sans frapper. Costume sombre, sourire de façade, l'air de celui qui vient régler les choses. Derrière lui, Clara, légèrement en retrait, crispée dans sa politesse. Il s'est approché de moi, a déposé une bise rapide sur ma joue. « Maman, tout ça n'était qu'un malentendu. On va remettre un peu de clarté, d'accord ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement serré le carnet vert entre mes mains. Maître Delorme s'est assis derrière son bureau. Son ton est resté calme, professionnel, presque bienveillant. « Monsieur D, j'ai analysé l'ensemble des mouvements bancaires et documents relatifs à la procuration que vous déteniez. Plusieurs opérations dépassent le cadre légal. Ces transferts ne pouvaient se faire sans le consentement explicite de votre mère. » Un léger frémissement a traversé le visage de Thomas. C'était pour la soulager, maître. Elle n'a plus la tête à tout ça. Le notaire n'a pas levé les yeux. La loi, elle, a encore toute sa tête, monsieur. La procuration est révoquée à compter de ce jour. Les sommes concernées seront restituées dans un délai de 15 jours, sous peine d'action judiciaire. J'ai ici les pièces signées en conséquence. Je regardais mon fils,
Cet homme que j'avais tenu contre moi un jour d'hiver, dans la petite maternité de la Croix-Rousse, et qui maintenant s'agitait pour défendre son mensonge. Maman, je voulais juste éviter des tracas. Tu me connais. Je l'ai regardé longuement avant de parler, chaque mot posé comme une pierre droite sur un sol qu'on a décidé de reconstruire. Oui, je te connais, et je sais que tu confonds aider et effacer. Mon bien, Thomas, ce n'était pas d'être géré, c'était d'être invité. Un silence, épais. Seul le tic-tac de l'horloge rythmait la chute. Clara a baissé les yeux, tripotant nerveusement sa bague. Thomas a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Maître Delorme a repris, imperturbable. Madame D a par ailleurs souhaité procéder à une mise à jour de son testament. Les nouvelles dispositions ont été enregistrées hier. Voici copie pour vous, madame. Il m'a tendu l'enveloppe beige. J'ai glissé mes doigts sur le papier, puis je l'ai rangé dans mon carnet, à la place exacte où j'avais noté. Effacé du dîner, puis des comptes. Cette fois, il y avait la suite logique, réinscrite dans la loi. Thomas a tenté un dernier mot, d'une voix plus basse. Tu me détruis, maman. Je l'ai regardé sans colère. Non, Thomas. Je t'empêche seulement de me détruire sans bruit. Le notaire a clos le dossier d'un geste lent, presque solennel. Les choses sont désormais en ordre, madame. Vous êtes parfaitement rétablie dans vos droits. Je me suis levée. J'ai remercié Maître Delorme d'un signe de tête, puis j'ai ramassé la pochette rouge. Avant de sortir, j'ai croisé le regard de Clara. Elle avait les yeux pleins d'eau, mais aucun mot ne venait. Thomas, lui, restait figé, comme un enfant pris la main dans le pot de confiture qu'il prétendait surveiller. Sur le trottoir, l'air frais de l'après-midi m'a giflé doucement. J'ai respiré profondément. Je ne tremblais plus. Je venais de traverser la scène qu'il redoutait le plus, celle où la mère humiliée ne crie pas, ne pleure pas, mais signe. J'ai ouvert mon carnet, là, debout, et j'ai ajouté une phrase à la date du jour. 7 mars, rendez-vous chez le notaire. Le silence a parlé à ma place. Je refermai le carnet. La justice n'avait pas eu besoin de robe, ni de marteau. Elle venait de se servir d'un stylo et d'une table bien tenue. Les jours suivants, la nouvelle s'est répandue comme se répand une odeur de pluie après l'orage sans éclat, mais avec cette lenteur pénétrante qui finit par tout atteindre. Je n'ai rien dit à personne, pas même à Camille. C'est le silence qui a parlé pour moi. Les faits, eux, ont circulé tout seuls. La banque, le notaire, les papiers remis en ordre. À Créteil, les choses ne se cachent jamais longtemps. Thomas a d'abord voulu se battre, puis il a compris. Il s'est tu. Son silence à lui n'avait rien à voir avec le mien. C'était un mur. Il ne m'a plus appelé. Plus de messages, plus d'excuses. Peut être la honte, peut être la colère, je n'ai pas cherché à le savoir. Clara, elle, a tenté un mail, sec, administratif. Nous espérons que tout ceci ne te causera pas trop de peine. Nous regrettons la tournure que cela a prise. Je n'ai pas répondu. Les mots qui regrettent sans demander pardon ne méritent pas de place dans une bouche. Camille, en revanche, a franchi le pas. Elle est venue, un matin, sans prévenir, une brioche à la main comme au temps de ses 20 ans. Elle a regardé la maison longtemps, sans parler, puis elle a dit presque dans un souffle. « Je n'avais pas compris. Je suis désolée, maman. » Je l'ai serrée contre moi. Ni larmes, ni reproches. Seulement ce contact chaud d'un amour qui revient sans réclamer. Dans le quartier, on murmurait à voix basse. Pas de méchanceté, non, une sorte d'admiration prudente. Elle n'a rien crié, mais elle a tout réparé. Les voisines, quand elles me croisaient, me lançaient un regard complice, comme si j'étais entrée dans la légende discrète des femmes qui se défendent par le calme. J'acceptais leur sourire sans vanité. J'avais simplement fait ce que la justice m'autorisait à faire, reprendre ma place. Un après-midi, je suis entrée dans la salle à manger et j'ai regardé la grande table. La même qui avait vu grandir mes enfants, rire Jacques, rougir les nappes de vin, celle où tout avait commencé et où tout s'était effondré. Je l'ai caressée du bout des doigts. Le bois était encore lisse, mais j'y sentais les marques de nos vies, un coup de fourchette d'enfant, une tache d'huile oubliée. Et j'ai compris que ce meuble, aussi beau soit-il, était devenu une frontière. Alors j'ai pris une décision. Le lendemain, j'ai appelé un brocanteur. Une grande table en chêne massif, a-t-il répété. Oui. Très belle, mais il est temps qu'elle serve ailleurs. Il est venu l'après-midi même. Quand il l'a démontée,
Un craquement sec a retenti, comme un soupir ancien. J'ai regardé le plateau s'éloigner sur son dos, et j'ai senti, non pas un arrachement, mais un allègement. À sa place, j'ai fait repeindre la pièce. Des murs couleur lin, simples, propres. J'ai mis une petite table ronde, 2 chaises seulement. Camille a souri. « Tu changes tout, maman. » Non, j'enlève ce qui m'empêchait de respirer. Ce soir-là, en rentrant du marché, je me suis surprise à fredonner. La salle à manger semblait plus vaste, plus claire. Le passé n'avait pas disparu, mais il ne tenait plus la maison en otage. Il s'était assis, enfin, à sa juste place, celle du souvenir, pas du trône. J'ai allumé une bougie sur la table ronde. La flamme vacillait, douce, libre. Et dans ce nouveau silence, sans rancune, sans rancœur, j'ai compris. J'avais repris plus qu'un compte bancaire. J'avais repris ma maison. Et, peut-être, un peu de mon avenir. J'ai quitté Créteil au printemps, sans bruit, comme on referme doucement une porte après y avoir vécu toute une vie. Je ne voulais plus de cette maison pleine d'ombre. J'ai vendu, trié, donné. Le jour du déménagement, les déménageurs m'ont demandé « Vous partez où, madame ?»« Vers la lumière », ai-je répondu en souriant. Et c'était vrai. Annecy m'attendait avec ses façades pâles et son lac qui miroite au matin comme une promesse tenue. J'y ai trouvé un petit appartement au 3e étage. Clair, simple, sans mémoire encombrante. 2 pièces, un balcon minuscule avec vue sur les toits et, au loin, l'eau. Le premier soir, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai laissé le vent frais du lac s'inviter. Ce n'était plus la maison de famille, non, mais c'était chez moi. Ma nouvelle vie a pris le rythme d'une montre réparée. Lent, précis, apaisant. Chaque matin, je descends acheter le pain chez la boulangère d'en bas. On se parle peu, mais elle me reconnaît, me salue d'un sourire vrai. Je rentre, je fais chauffer un café, j'écoute le bruit des pas dans la rue, puis je couds, je lis, je marche. Les après-midi, je longe le lac, j'observe les reflets qui changent, les enfants qui rient, les couples qui s'aiment, comme si rien n'était fragile. Je n'envie personne. Je regarde seulement, avec cette lucidité tranquille qu'on gagne quand on a tout perdu sauf soi-même. J'ai retrouvé un vieux cadre en argent, celui où figurait jadis la photo de la grande table. Je l'ai posé sur ma table de travail. La photo montre la table vide, juste avant que le brocanteur ne la démonte. Le bois y brille encore, fièrement. Ce n'est pas un regret, c'est une preuve, celle d'une vie bien tenue, d'une page tournée sans déchirure. Une table peut disparaître, mais le soin qu'on lui a donné, lui, reste. Parfois, en cousant, je pense à Jacques. Il aurait aimé Annecy. Je l'imagine, assis sur le balcon, me lançant un de ses demi-sourires. « Tu vois, Marie, il fallait juste changer de table. » Et je ris, seule, sans tristesse. Je reçois parfois des lettres de Camille, des dessins de Louise. La dernière fois, ma petite fille m'a écrit « Mamie, tu me manques? Mais maman dit que tu es heureuse maintenant. » Je lui ai répondu le soir même, dans une enveloppe crème. « Oui, ma chérie, je suis heureuse. Ils m'ont effacée d'un dîner, mais pas de la mémoire. » Puis j'ai ajouté, comme pour moi-même, « On peut perdre sa place à table, pas sa place dans la vérité. » Je garde cette phrase sur un petit papier plié, glissé entre les pages de mon carnet vert. C'est devenu ma devise, mon testament intérieur. Les voisins d'ici ne savent rien de mon histoire. Ils me connaissent comme la dame du 3e, celle qui coude encore à la main. Et ça me suffit. J'ai laissé à Créteil le bruit, la rumeur, les justifications. Ici, je ne suis ni victime, ni mère trahie. Je suis une femme qui reprend le fil de sa vie, point après point, comme on raccommode un tissu abîmé avec patience et dignité. Un soir d'avril, j'ai invité Camille et Louise à dîner. Une petite table, 3 assiettes, du poisson frais et une tarte aux poires, bien sûr. Quand Louise a demandé « C'est toi qui l'as faite, mamie ?» J'ai répondu « Oui. » Et cette fois, elle est parfaite. Elles ont ri. Nous avons mangé lentement, dans la lumière douce du soir. Je me suis dit que la boucle était bouclée. La table n'était plus celle d'avant, mais elle tenait encore une famille debout. Et, en moi, j'ai su. La paix ne se retrouve pas dans les maisons qu'on garde, mais dans celles qu'on apprend à habiter autrement. La nuit est tombée sur Annecy, paisible et bleue comme une encre diluée. Je suis restée un long moment à regarder le lac, les lumières qui se reflétaient sur l'eau, les silhouettes des cygnes glissant lentement comme des pensées apaisées.
Sur ma table, il n'y avait qu'une assiette, un verre, et mon carnet vert, celui qui m'a suivi depuis Créteil, celui qui a tout vu. Je l'ai ouvert, les pages étaient un peu gondolées par les années, tachées de café, de larmes, de doigts tremblants. Sur la première page, ces mots, écrits un soir d'hiver. Dîner annulé, présence non souhaitée. Je me suis surprise à sourire. C'était une autre femme qui avait écrit cette phrase. Une femme blessée, encore suspendue à l'idée qu'elle devait mériter sa place à la table des autres. Aujourd'hui, cette femme a disparu. J'ai pris mon stylo, lentement, et j'ai ajouté. Mais j'ai remis le couvert pour moi-même. Et tout à coup, cette simple phrase a pris la force d'un serment. Le bruit du stylo sur le papier résonnait comme une fermeture douce, un dernier acte. Je me suis levée, j'ai allumé la petite lampe sur la table. La nappe blanche que j'avais repassée le matin s'est couverte d'une lumière dorée. J'ai versé un peu de vin dans mon verre, juste un doigt, par habitude plus que par goût. Le parfum du raisin a rempli la pièce. J'ai levé le verre, seul, mais sans solitude. À la paix retrouvée, ai-je murmuré. Je n'ai pas pensé à Thomas, ni à Clara. Leur absence n'avait plus de poids. Je n'éprouvais ni haine, ni rancune, seulement une distance juste, une frontière naturelle que la dignité impose quand les liens sont rompus sans respect. Camille m'écrit souvent maintenant, Louise aussi. Leur amour discret m'a suffi pour reconstruire une famille sans façade. J'ai pensé à Jacques, à la grande table qu'il aimait tant, à ses mots simples. Une table, c'est ce qui tient une famille debout. Je me suis dit qu'il n'avait pas tort. Mais il avait oublié de préciser que parfois, pour tenir debout, il faut savoir quitter la table. Je me suis assise, j'ai repris mon carnet. Mon écriture tremblait un peu, mais chaque mot venait avec la précision d'une vérité enfin acceptée. On m'a retiré une chaise, mais pas la parole. On m'a exclu du repas, mais pas de la dignité. J'ai appris qu'on peut être servi par la loi quand on ne sert plus à table. Le silence peut aussi être une forme de justice. En relisant ces phrases, je n'ai pas pleuré. Je les ai laissées se déposer en moi, comme une bénédiction douce. Je ne voulais plus que rien fasse mal. Je me suis levée, j'ai rangé le carnet sur la table, ouvert à cette dernière page. La caméra intérieure, celle qu'on garde au fond de soi quand on a trop vécu, s'est reculée lentement. Je voyais ma table, toute simple. Une assiette, un verre, une nappe propre. Et ce carnet, ouvert, comme une présence silencieuse. Dehors, le lac s'endormait. J'ai soufflé la lampe, et dans la demi-obscurité, la lumière du soir glissait encore sur la couverture verte. Oui, je m'étais battue. Sans cri, sans haine. Avec la loi, la patience et le silence. Et maintenant, je pouvais enfin le dire, tout bas, sans amertume. Le silence peut aussi être une forme de justice.